commente pas tout à fait de la même manière quand on commente en radio ou quand on commente en télé. Donc voilà, il y aura sûrement un petit temps d'adaptation au début. Mais voilà, parler vélo, parler tactique, être un peu au cœur du peloton en allant voir les mecs au paddock avant le départ, etc. C'est cool, ça permet de garder un pied dans le milieu et ça, c'est vraiment sympa. Bonjour Jérôme Coppel, bienvenue sur Cyclisme Actu. On se retrouve voilà, à l'occasion de votre rentrée en tant que commentateur pour Novo 19. Ça sera jeudi pour le Grand Prix de Denain. Donc bon, déjà, comment ça va? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer là, votre nouveau rôle de commentateur? Eh ben, ça va très bien, merci. Ouais, je fais ma rentrée avec Novo 19 pour commenter le Grand Prix de Denain jeudi sur les FDJ United Series. Eh ben, comment ça se passe? On peut refaire une petite interview jeudi pour jeudi soir pour se dire comment ça s'est passé. Non, bah, c'est déjà une super opportunité pour moi. Je connais la radio, un peu moins la télé. Donc je suis très content de participer à l'aventure avec l'équipe de Novo 19 et Frédéric Brindel qui commente avec moi sur les courses et Lilian Calmejam. Et puis, bah, c'est beaucoup de travail en amont, hein, d'étudier le parcours, la start list, prendre un peu des contacts à droite à gauche pour avoir le plus d'informations possible à donner aux téléspectateurs. Mhm. Justement, ce rôle, ça vous plaît? Enfin, vous savez sûrement pas encore exactement de quoi c'est fait à la télé, mais on vous connaît à la radio, dans les podcasts, on voit aussi sur Twitter donner vos avis. Ce rôle de consultant, d'analyste, c'est quelque chose qui vous plaît? Ouais, j'aime beaucoup. Alors après, ça reste tu parles de Twitter, donc voilà, ça reste nos avis. Donc des fois, il y a un peu des débats un petit peu enflammés, mais voilà, tant que je parle vélo, moi je suis toujours très content. Et puis là, bah voilà, c'est quand même un peu plus, encore un petit peu plus de travail parce qu'on a le côté image et puis on commente pas tout à fait de la même manière quand on commente en radio ou quand on commente en télé. Donc voilà, il y aura sûrement un petit temps d'adaptation au début, mais voilà, parler vélo, parler tactique, être un peu au cœur du peloton en allant voir les mecs au paddock avant le départ, etc. C'est cool, ça permet de garder un pied dans le milieu et ça, c'est vraiment sympa. Mhm. Bon, pour rester à parler du milieu, on a eu une grosse semaine pour les suiveurs de vélo avec Tirreno, avec Paris-Nice, victoire de Vingegaard en France, victoire de Del Toro en Italie. Qu'est-ce que vous retenez un peu de cette semaine très chargée? Ouais, bah, c'était une grosse actu vélo. Bah, Paris-Nice, bah, magnifique course, hein, comme à chaque fois. Après, un peu déçu de la chute d'Ayuso parce que je pense que ça nous a privé d'un match avec Vingegaard. Maintenant, Vingegaard a bien sûr dominé la course, a montré qu'il était un très grand coureur, pas que physiquement, parce que sur l'étape des bordures, voilà, on a vu que techniquement, il est très très bon aussi. Il est parfaitement dans ses temps de passage en vue du Giro, qui est son premier gros objectif. Donc voilà, on peut se dire que Vingegaard a gagné ce Paris-Nice sans être à 100% de sa forme. Donc c'est pour dire un petit peu la marche qu'il a. Même si personnellement, je pense pas qu'actuellement il soit encore au niveau de Pogacar, hein. Je lis à droite à gauche que voilà, grâce à sa victoire de Paris-Nice, il pourrait concurrencer Pogacar au mois de juillet. Pour l'instant, je ne pense pas. On verra ce que ça donnera sur les prochaines courses, notamment la Catalogne et le Giro. Et puis Tirreno, bah, comme toutes les années, hein, Tirreno est tracé un petit peu différemment en termes de profil que Paris. Ouais, donc Tirreno est tracé un peu différemment de Paris-Nice. Tous les jours, il y a un peu des petites montées, des petites descentes. Ça permet d'avoir une course de mouvement. Et on a vu, ben là, Del Toro a gagné le classement général. Tous les jours, il y a eu de la bataille. Alors que ce soit Paris-Nice ou Tirreno, on a en plus vu nos Français, alors Lenny Martinez, Kevin Vauquelin, Dorian Godon à Paris-Nice notamment. On a vu un peu Julien Alaphilippe aussi sur Tirreno. Et surtout, ben, on a vu Del Toro qui confirme course après course, saison après saison, que ben, voilà, c'est un immense coureur, un énorme coureur. Il a vraiment, j'ai trouvé sur cette semaine de Tirreno, mûri dans sa manière de courir. On a vu pas forcément sauter sur tous les coureurs qui attaquaient, vraiment prendre son rythme, revenir gérer sa course. Alors quand tu es fort, c'est toujours plus facile à faire, mais avant, il a quand même que 22 ans, donc avant, il était un petit peu chien fou. Là, je trouve qu'il s'est bien canalisé et ça lui a permis de remporter le classement général devant Jorgensen qui a l'air de monter en puissance aussi. Mhm.
pour rester sur les Français, on a eu Lenny Martinez qui a gagné la dernière étape sur Paris-Nice, qui a réussi à suivre Jonas Vingegaard. Certains, beaucoup même, étaient étonnés. On a l'impression que depuis qu'il a quitté Groupama FDJ, on va dire qu'il y a un peu moins de hype autour de lui, comparé à des coureurs comme Paul Sexas ou autres. Quel est un peu votre avis sur Lenny Martinez, que déjà vous avez été surpris de le voir suivre Vingegaard? Alors, surpris, oui et non, parce qu'on voyait depuis le début de la semaine, même le début de sa saison, qu'il était physiquement très bien. Où il m'a le plus surpris, c'est presque sur l'étape des bordures que sur cette dernière étape. Après, pouvoir suivre Vingegaard, bah, ça a été le seul à le faire. Il y a un truc qu'on ne pourra jamais lui enlever à Lenny Martinez, c'est que c'est un sniper. Quand il arrive pour la gagne, il se rate quasiment jamais. Donc ça, c'est vraiment une grande qualité. C'est vraiment un gagneur. Après, c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qu'il a été cherché en quittant la Groupama FDJ, en allant chez Bahrain Victorious, c'est d'avoir peut-être un peu plus de tranquillité. Et en parallèle de ça, bah, il y a d'autres Français qui marchent bien. On a eu Kevin Vauquelin au Tour de France l'année dernière. Il y a Paul Sexas qui est arrivé aussi. Donc, c'est un peu la culture de l'instant. On se focalise, la hype, elle est un peu sur le coureur français qui marche à ce moment-là, puis on oublie un petit peu les autres. Je pense qu'à Lenny, ça lui va très bien pour le moment. Il fait un peu son début de saison un petit peu dans l'ombre et il est là, il gagne une belle étape sur Paris-Nice. Il est en train de se faire un joli petit palmarès sur des très belles courses World Tour. Donc pour l'instant, il est parfaitement dans les temps de passage et dans son plan de marche. Et voilà, la hype, ouais, ça va, ça vient. Et sur la prochaine course, si c'est lui qui est devant, qui est premier français, etc., la hype va revenir un petit peu sur lui. Mais quand tu es français dans une équipe étrangère, tu as toujours un peu moins le focus sur toi qu'un français qui marche dans une équipe française. Et c'est normal, mais c'est souvent ce que les coureurs français vont aussi chercher à l'étranger. Pas que, mais ils vont aussi chercher un peu plus de tranquillité. Mhm. Bon, vous avez un peu évoqué le sujet, Paul Sexas, on est obligé d'en parler. Je ne dois pas être le premier à vous poser la question de ce que vous pensez déjà de ce coureur, est-ce qu'on peut avoir un peu votre avis? Est-ce qu'il doit faire le Tour de France? Est-ce qu'il ne doit pas faire le Tour de France? On a aussi beaucoup de discussions quant à son contrat, est-ce doit re-signer chez Decathlon? Est-ce qu'il doit partir? Voilà. Ouais. Alors, L'avis de Jérôme Coppel sur Paul Sexas. alors Paul Sexas, moi je le connais pas personnellement, mais je le suis depuis très longtemps parce que j'entraîne un jeune coureur qui a à peu près le même âge que lui. Donc en fait, je les suis depuis minime, cadet, et voilà, il dominait déjà ces catégories-là. Donc voilà, son nom revenait souvent, donc j'ai pas vraiment été surpris de sa progression en junior. Après, j'ai été plus surpris de son adaptation ultra rapide au niveau professionnel. Je pensais que ça allait lui. J'avais pas de doute qu'il marche, ça c'est sûr, mais je pensais que ça allait lui prendre bien une saison pour quand même s'adapter. C'est pas passé de comme à mon époque ou avant, on faisait quand même 2 3 ans dans la catégorie espoir avant de passer chez les pros. On pouvait s'imaginer que Paul, en sautant la catégorie espoir, en passant de junior à pro tour en plus directement, World Tour, il allait avoir besoin d'un temps d'adaptation. Pas du tout. C'est ce qui fait que c'est aussi un coureur hors norme. Pour la participation ou pas au Tour de France, moi j'ai mon avis. Je dis depuis le Tour de France l'année dernière qu'il devrait faire le Tour de France cette année parce que l'équipe Decathlon CMA CGM ont créé leur projet autour de lui. Il ne se cache pas de l'ambition de faire gagner Paul Sexas entre 2028 et 2030. Du coup, ça va nous amener après sur son contrat parce que ça, c'est le projet, mais ils ne l'ont pas signé pour l'instant. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais je pense qu'il devrait aller au Tour parce que il y a déjà le Giro, la Vuelta, c'est pas le Tour de France. Ça reste 3 semaines, ça reste des grands tours, mais on n'a pas la pression qu'on peut avoir sur un Tour de France. Les médias, le public, le bruit toute la journée, la logistique. On part beaucoup plus tôt avant les étapes sur un Tour de France qu'un Tour d'Espagne, par exemple. Rien que des petites choses comme ça, euh, il faut faire le Tour de France pour apprendre à appréhender tout ça. Et je pense que c'est la seule année où il n'aura pas, entre guillemets, trop de pression, parce que ça sera son premier Tour de France, etc. Bien sûr que personnellement, j'ai des attentes pour lui, parce qu'on connaît son niveau, on connaît ses qualités, etc. Mais si il se rate, c'est pas grave, il est là pour découvrir. Par contre, si, et j'entends les arguments de ceux qui disent qu'il faut qu'il aille au Tour d'Espagne parce qu'il y aura peut-être un petit peu moins de concurrence et éventuellement il peut déjà faire podium d'un grand tour, voire même le gagner, c'est vrai, mais s'il ne gagne pas la Vuelta ou qu'il ne fait pas podium, là il va avoir énormément de critiques. On va dire,
ah ouais, mais s'il n'est pas capable de gagner le Tour de France alors qu'il n'y a pas le Tour d'Espagne, alors qu'il n'y a pas de concurrence, etc., c'est que c'est pas l'élu comme l'appelle Marc Madiot, c'est que c'est pas le bon, c'est encore enflammé, etc., etc. Alors qu'au Tour de France, il a rien à perdre, il a tout à gagner. Même si il fait pas un bon classement général, il gagnera peut-être une étape, etc. Et il sera excusé de tout ce qu'il fait. S'il va à la Vuelta, même si ça marche bien, quand il va arriver au Tour de France en 2027, on va déjà l'attendre top 5, voire même podium. Et là, en plus d'avoir la pression du résultat, il devra apprendre à gérer tout ce qui se passe autour de la course. Donc justement, ce public, le bruit, les hélicoptères, les médias, etc., etc. Alors que s'il y va déjà cette année, il aura au moins appris ça et il pourra déjà mettre ça de côté et se concentrer uniquement sur le sportif. Après, les deux programmes se tiennent. L'équipe Decathlon CMA-CGM lui ont vraiment fait un programme en début de saison qui laisse la porte ouverte à ces deux grands tours-là. C'est vraiment un programme pour préparer le Tour de France, hein. Algarve, après voilà, les courses qu'il a au programme et la coupure après les classiques ardennaises pour récupérer un petit peu, partir en altitude, faire des reconnaissances et reprendre au Dauphiné ou au Tour de Suisse. C'est le programme classique d'un mec qui va faire le Tour de France. Et tout en se laissant la porte ouverte pour le Tour d'Espagne. Maintenant, dans les dernières déclarations de Paul, il dit lui-même qu'il aimerait bien faire le Tour de France et surtout qu'il veut préparer les championnats du monde en passant par les courses canadiennes. Bah, si tu fais ça, tu ne peux pas aller au Tour d'Espagne. Donc à mon avis, il sera au Tour de France. Je n'ai pas du tout d'infos, mais je pense qu'il sera au Tour et qui, même au Tour de France, il va encore nous surprendre, je pense. Mhm. Bon, dernière petite question avant de vous laisser. Samedi, on a une très grande course qui arrive aussi. Bon, bien sûr, on aura le Grand Prix de Denain avant le Et oui, jeudi, j'allais mais, le dire. Le mais surnomé samedi, 19. c'est ça, exactement. Mais samedi, on a Milan-San Remo. Est-ce que Pogacar peut gagner? Est-ce que un Français peut, comme Romain Grégoire l'année dernière, peut s'accrocher? Qu'est-ce que vous attendez de cette course, voilà, pour conclure? Bah, en gros, moi je vois un peu grosso modo le même scénario que l'année dernière, même si je pense que UAE et Pogacar vont un peu plus se servir des coéquipiers dans la Cipressa pour faire la différence. À l'inverse de l'année dernière où ils ont eu des problèmes de placement, je pense qu'ils n'ont pas pu mettre la stratégie qu'ils avaient décidé vraiment en place au pied de la Cipressa parce que Del Toro était mal placé, il y avait eu des petits problèmes au pied. Je pense que là, s'ils arrivent à être tous bien placés au pied, voilà, chacun va prendre son relais au maximum et pour lancer Tadej Pogacar. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à sortir un Mathieu Van Der Poel de la roue, un Filippo Ganna par exemple, ceux qui se sont accrochés avec lui l'année dernière? Ça, c'est moins sûr. Van Der Poel marche très bien. On a vu à Tirreno, il a gagné ses étapes. Après, il a vraiment pris cette course-là comme un entraînement. On l'a vu faire des efforts pendant des étapes pour arriver au top à San Remo. Je pense que sur un gros coup de pétard de Pogacar, le seul qui pourra vraiment l'accrocher, c'est Van Der Poel s'il est vraiment au top. Par contre, s'il est 2-3% moins bien que l'année dernière, ça risque d'être juste. Et c'est peut-être la seule course qui va résister, si ça se trouve, toute la carrière à Tadej Pogacar. Il arrivera peut-être jamais à la gagner, celle-ci, parce qu'elle convient à beaucoup de coureurs. On a déjà vu des sprinters s'imposer, des très bons punchers, etc. Et les montées sont juste pas assez longues, pas assez difficiles pour les qualités euh, intrinsèques les meilleures de Tadej Pogacar. C'est pas assez long pour qu'il puisse lâcher un Mathieu Van Der Poel, par exemple. Moi, personnellement, j'aimerais bien le voir gagner parce que je trouve incroyable qu'un coureur de ce talent aille sur toutes les classiques. Et on sent vraiment que c'est une obsession pour lui, ce Milan-San Remo. Donc il met vraiment toutes les choses en place pour essayer de la remporter, mais elle reste, je ne vais pas dire aléatoire, mais c'est très compliqué. Tactiquement, c'est une des rares courses où au départ, on ne connaît pas vraiment la tactique des équipes et on n'est vraiment pas très sûr du vainqueur. Même s'il y en a deux, trois qui sortent du lot, on n'est jamais vraiment sûr de la tactique qui va être employée par les équipes. Et puis niveau français, on a vu Romain Grégoire l'an passé, c'était un des derniers à s'accrocher justement à Pogacar, à Van Der Poel, à Ghana. On voit qu'il marche très bien en début d'année, il a encore progressé. Donc on espère que le coup de pétard de Pogacar soit un petit peu plus tard, que ça permettrait à Romain Grégoire, s'il est dans un bon jour, de s'accrocher et s'il saute pas très loin du sommet, d'éventuellement rentrer après. Et dans le Poggio, après, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Ça peut se regarder aussi. Le Poggio, ce n'est pas la même montée que la Cipressa en termes d'effort. Donc, ça serait intéressant, mais j'ai de fortes ambitions pour notre Français. Ouais.
Bon, bah, écoutez, merci beaucoup Jérôme pour Merci à cette petite vous. interview accordée à Cyclisme Actu. Et bien, on vous souhaite une belle rentrée pour le Grand Prix de Denain avec Nouveau 19. Et Avec voilà, merci. plaisir. On va se régaler. Au revoir.